Horizontalement et verticalement, je suis très reconnaissant d'être exactement à l'endroit où je suis maintenant avec vous. Le 2 octobre dernier, j'étais au siège de Wrigley France, de chewing-gum, à Colombes, et j'animais donc une journée de formation entière sur le thème du feedback. Et puis, à l'issue de la formation, j'ai Romain qui est venu me voir. Romain, il est responsable Impulse France. Impulse, c'est restauration hors domicile. Et il m'a dit, tu sais Philippe, ça me fait vachement de bien de retrouver une entreprise dans laquelle il y a une vraie culture du feedback, Wrigley. Parce qu'en fait, j'ai démarré ma carrière chez PepsiCo, où j'avais également une vraie culture du feedback. Et entre les deux, j'ai bossé chez Unilever, et j'étais le seul à faire du feedback. Franchement, ça m'a fait vachement drôle. Alors, je vous propose de voir avec Romain, juste en guise d'introduction, à quoi ressemble un monde sans feedback. Dans ce monde sans feedback, en fait, chacun vit sa vie de manière isolée, et donc ne peut pas s'appuyer sur les autres pour avoir conscience de qui il est, de ce qu'il fait, de son impact sur le monde, et bien sûr de découvrir ces angles morts dont Bill nous a parlé hier. Dans ce monde sans feedback, un salarié, on dit rarement, voire jamais bravo et merci, parce qu'en fait, il est déjà payé, donc il a déjà sa récompense. Dans ce monde sans feedback, il y a également beaucoup de non-dits. C'était une des questions du QCM. Un non-dit, c'est quoi? C'est tout ce qu'on ne dit pas qui fait souffrir soi et qui fait souffrir son entourage. Dans ce monde sans feedback, il y a également... c'est le royaume de l'allusion, de l'ironie, de la bouderie. Il paraît que les mecs sont assez forts dans la bouderie quand ils s'y mettent. Et ça peut être des phrases indirectes du genre « T'as déjà fini tes devoirs ?» Bon, ben on verra ta note. Ou au niveau professionnel, tu rentres déjà, t'as vu le boulot qu'on a? Et enfin, dans ce monde sans feedback, il y a des feedbacks qui s'apparentent à des feedbacks, mais en fait, ils sont à sens unique. Ils sont sans droit de réponse. Et c'est quelqu'un qui peut dire ce qu'il pense de manière cash. Et d'ailleurs, il sublime son expression libre en disant « Moi, je suis droit dans mes bottes, au moins avec moi, les choses sont claires. » Alors, pourquoi ce thème? Je pense que depuis hier soir, en fait, on n'arrête pas de parler du feedback quasiment sans prononcer le mot. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, c'est juste énorme. Et puis, en tout cas, dans mon métier d'accompagnement, c'est un thème clé, incontournable. J'ai l'impression de vivre avec le feedback, de dormir avec, accessoirement. Et puis, je pense que j'ai vraiment développé du coup une expertise sur ce sujet, force de pratiquer, et une motivation particulière. Et notamment, Anita a tout à fait raison, décliner au niveau familial, vous feriez un petit stage de 2-3 jours à la maison. Nos gars qui ont 17 et 14 sont des vrais pros du feedback, et notamment à table, c'est juste assez génial. Et puis, c'est un sujet important parce que le feedback, vous et moi, même si le mot, on l'emploie peut-être pas, on en fait tous les jours. Ça fait partie de la relation normale entre êtres humains, donc il est la plupart du temps inconscient, comme le « hein » dans « Bienvenue chez les Ch'tis », c'est du feedback. Ok ? Néanmoins, c'est un sujet qui est potentiellement sensible. Il suffit qu'il soit plus ou moins bien donné, plus ou moins bien reçu, pour que vous et moi, on puisse vivre des micro-vexations ou des grosses frustrations relationnelles. On a vu tout à l'heure l'exemple de... comment ça s'appelle? Son prénom, il est imprononçable. Brené Brown, là, quand elle disait qu'elle est allée voir la personne pour lui dire « Waouh, t'as l'air en colère par rapport au budget ». L'exemple qu'elle nous a donné juste tout à l'heure. Donc, pour moi, le feedback doit intéresser tous ceux pour lesquels la relation à l'autre est hyper importante. Le feedback est un investissement relationnel. Donc, c'est la vie qui circule. Donc, comme le disait Anita, j'ai à peu près 210 personnes devant moi. Il y a peut-être des novices, des personnes qui s'apparentent comme des novices par rapport au feedback aujourd'hui. Et du coup, mon objectif, c'est que vous puissiez découvrir le feedback et pourquoi pas de vous dire « Ah mais ouais, mais en fait, je suis hyper concerné ». Il y a certainement une grande majorité de croyants pratiquants. Et vous avez déjà un peu l'habitude de faire du feedback. Et donc, l'objectif de notre intervention, c'est que vous puissiez compléter votre jeu et comprendre les enjeux, notamment sur le plan psychologique. Et puis, il y a peut-être quelques experts dans la salle. Donc, des personnes qui ont l'habitude d'émettre, de recevoir du feedback. Ils sont parfaitement conscients de le faire, notamment au niveau professionnel. Et vous avez peut-être été formés sur ce sujet ou sur des sujets connexes, comme par exemple la communication non violente. Et puis, en fait, j'ai peut-être quelques opposants dans la salle. Pas moi, bien sûr, mais par rapport au thème, par rapport au feedback. Donc, des personnes qui s'estiment réfractaires. Vous avez certainement vos raisons. Et donc, l'objectif des 58 minutes qui nous restent, c'est que vous puissiez comprendre les raisons de votre opposition et pourquoi pas de vous rapprocher
du feedback. Donc tout ceci pour vous dire que je poursuis avec vous deux objectifs concrets. Le premier, c'est qu'on puisse repartir ensemble avec plus d'envie, plus d'idées pour donner plus de feedback positif et nourrissant. Premier objectif. Et puis mon deuxième objectif, c'est qu'on puisse repartir ensemble avec quelques clés pour qu'au quotidien, sans être forcément un expert, on puisse s'en sortir, bref, être un feedbacker 4-4. Pour ce faire, puisque d'habitude j'interviens sur une journée entière, okay, j'ai fait des coupes franches et j'assume que je vais rester assez généraliste. Néanmoins, ça peut paraître impressionnant et certains vont se dire « Mais Philippe, waouh, c'est tout ça le feedback, mais jamais de la vie j'y arriverai. » C'est vrai que je vais vous emmener dans les coulisses, donc ça peut paraître impressionnant. Donc je vous propose juste de repartir avec peut-être un ou deux points, comme Steve Jobs disait « one more thing », vous savez, à la fin des keynotes. Concrètement, je vous propose d'atteindre ces deux objectifs avec 4 étapes. Ces 4 étapes étant marquées par 3 allers-retours avec le document d'appropriation qui figure dans votre book. Okay, donc on va changer un petit peu la façon de travailler ensemble. J'étais chez Wrigley le 2 octobre, je ne pouvais pas revenir les mains vides. Donc j'ai prévu quelques attentions sucrées pour vous, Anita, si tu veux bien. Allez, allez, c'est parti. Quelques paquets de chewing-gum Frident. Ne collez pas les chewing-gums sous les chaises. Il y en a déjà. Et gardez précieusement le paquet, nous pourrions en avoir besoin tout à l'heure. Allez, je vous propose qu'on pose quelques repères ensemble. Feedback, nourrir, en retour. Super. Donc le feedback est une communication entre êtres humains qui réagit et qui est censé être nourrissant. Bref, le feedback, c'est calorique. Bref, pour être un peu plus académique, la vraie définition, le feedback est un message retour suite à une parole, un comportement, une action d'un groupe ou d'un individu, et je lui fais savoir ce que ça a fait chez moi. Comme toute forme de communication, le feedback peut prendre des formes diverses. Il peut être oral, il peut être écrit, il a forcément une composante verbale et non verbale, et enfin, il peut être potentiellement individuel ou collectif. Je vous propose ensemble de voir les 4 grands types de feedback. C'est parti. On peut distinguer donc les feedbacks d'après leur polarité, selon qu'il s'agisse d'un feedback appréciatif positif ou selon qu'il s'agisse d'un feedback appréciatif négatif. Merci. Et puis, on peut apprécier le feedback selon son objet, sur quoi il porte. Ici, ça va être un feedback que je vais appeler conditionnel ou qui porte sur le faire, une réalisation, un comportement, une parole, quelque chose qui est vrai à un moment donné, qui n'était peut-être pas vrai hier et peut-être pas vrai demain. Et à gauche, si vous voyez bien, inconditionnel, un feedback qui porte plutôt sur la personne pour ce qu'elle est. Donc là, ça porte sur l'être. Donc nous avons ici un feedback positif conditionnel. Je donne un exemple dans un instant. Négatif conditionnel, positif inconditionnel, négatif inconditionnel. Déjà, cette case-là, je mets une petite croix. Allez, je vous propose ensemble de voir quelques exemples. Ça commence à être plus clair? Qui c'est qui disait parmi les orateurs précédents vous êtes aussi important, Horst Schulze, ce matin, ok?
vous êtes aussi important. Dans quelle case je le mets, ça? Appréciatif, inconditionnel pour moi. OK? C'est-à-dire qu'il dit à la personne, même si demain vous faites mal la vaisselle, bon, il va y avoir des conséquences, mais je trouve que vous êtes une personne importante. C'est typiquement du feedback positif inconditionnel. Je vous propose de faire un premier temps d'arrêt, d'ouvrir votre book ensemble. Page, ça c'est une bonne question, je savais qu'il y avait un truc que je n'avais pas préparé. Vous repérez ma bouille, et puis voilà. Donc c'est la page 32. OK, peut-être un peu plus loin. Vous avez abandonné une page sur laquelle il y a un petit tableau qui ressemble à ça. 33, merci beaucoup. Je vous propose de vous poser juste 1 ou 2 minutes et que chacun, en ce qui vous concerne, vous puissiez commencer par noter, OK, de manière concrète, quelles sont les situations de feedback où je suis soit émetteur, soit récepteur, déjà au niveau professionnel. Je vous laisse quelques instants pour noter rapidement les 2-3 situations peut-être assez courantes. S'il n'y a rien qui vient, laissez vierge, tout simplement. Un exemple de situation professionnelle que tout le monde vit au moins une fois par an, l'entretien annuel d'appréciation, OK, qui comporte inévitablement un feedback, peut-être même dans les deux sens, entre le chef et son collaborateur. Autre exemple, vous venez de faire une réunion et puis un collaborateur à vous vous fait OK, c'est une forme de feedback, appréciatif apparemment. Nous avons tous beaucoup d'occasions, quand on y réfléchit, d'avoir du feedback ou de donner du feedback au milieu professionnel. Et je vous propose de compléter avec quelques situations d'ordre privé, familial, associatif. J'ai déjà donné un exemple à titre personnel au niveau des repas. Ça peut être entre conjoints, au sujet de l'éducation des enfants. Ça peut être quand votre conjoint se prépare et qu'il se regarde dans la glace et qu'il vous demande votre avis. Et enfin, il y a un petit tableau. Je vous propose de vous évaluer, mais chacun pour ce qui vous concerne, sur une échelle de 1 à 10. C'est un premier jet, on ne cherche pas la rigueur scientifique, là. Essayez d'évaluer votre compétence, d'une part, votre motivation, d'autre part, à donner ou à recevoir du feedback, selon qu'il soit positif ou négatif. Par compétence, j'entends, vous vous sentez à l'aise, vous avez peut-être des petits trucs, vous savez par quoi commencer, comment dire les choses, vous avez la manière, comme on dit. OK ? Certains diraient même, j'ai un protocole. Les boîtes anglo-saxonnes, ils ont des protocoles pour tout. OK ? SBI, par exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure. La motivation, c'est, a priori, j'aime bien donner du feedback négatif. J'aime bien recevoir du feedback positif. Donc, vous allez mettre une note de 1 à 10, à la fois en plaisir et en compétences. Donc, il y a potentiellement 8 situations. Remplissez les cases qui vous parlent maintenant, les autres, laissez vierges, vous les compléterez peut-être plus tard. Un, ça veut dire « Ah non, moi, c'est pas du tout mon truc. Hein. Ah non, moi, si je peux éviter le feedback, je l'évite. Hein. » 10 sur 10, c'est « J'aime tellement de feedback que moi, je demande le feedback, je cherche le feedback. » En termes de motivation, par exemple. OK ? Juste pour vous être sûr qu'on a bien compris l'échelle. Bien, allez, je vous propose de passer à la deuxième étape, puisque vous avez noté qu'il y a 4 étapes, et en lien avec mon premier objectif, qui est qu'on développe ensemble l'envie, les moyens d'avoir plus de feedback positif et nourrissant. Je vous propose donc, en lien avec cet objectif, de démarrer avec 3 clés. Je vais les afficher ici au fur et à mesure. La première. Oula. Je suis en train d'écrire. Sincérité.
clé pour un bon feedback, la sincérité, c'est l'inverse de la formule de politesse ou de la flatterie, et c'est ce que Brené Brown appelait ce matin « applaudir la vérité ». Exactement, tout à fait. On ne joue pas avec le feedback. Vous pouvez remplacer sincérité par authenticité, même pour les plus spécialistes d'entre vous, la congruence, ça fait bien. Hein, voilà. La deuxième caractéristique, c'est la précision. La précision, c'est l'inverse d'un feedback général ou vague. Par exemple, si je vous dis « vous êtes un bon public », bon, c'est sympa, c'est vague. Alors qu'en vrai, ce que je pense, c'est que vous êtes souriant, vous êtes plein d'attention, vous êtes concentré, vous êtes motivant, et depuis hier après-midi, vous m'avez bombardé d'encouragement et de feedback positif. Voilà, ça, c'est plus précis. Avant qu'on voit ensemble une troisième clé, puisque j'en ai annoncé 3 par rapport au feedback positif et nourrissant, je propose ensemble de parcourir quelques bénéfices au fait qu'il y ait plus de feedback positif nourrissant dans notre monde. Pas de révolution, hein. Le premier bénéfice, c'est de l'ordre de la reconnaissance. Je tourne pas mal dans les entreprises, sur le terrain, et vous savez, enfin vous le savez bien sûr, mais les salariés me disent, tu sais Philippe, quand je fais bien mon travail, on trouve que c'est normal, et quand je bip, c'est le plan hors sec. Et j'en ai même qui me disent, j'aimerais au moins qu'on remarque, même quand je fais quelque chose de pas bien ou de bien. Donc le pire, en fait, c'est l'indifférence. Je vous laisse imaginer l'impact sur la motivation au travail de quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance dans un sens ou dans l'autre. Les salariés crèvent de faim, en tout cas dans mon expérience par rapport à ça, sauf dans certaines boîtes. Deuxième impact positif, d'avoir plus de feedback positif, c'est l'estime de soi. Je rappelle que l'estime de soi, c'est le sentiment général de sa valeur en tant qu'individu. Et l'estime de soi est nourrie, elle est gonflée, elle est dopée par du feedback positif, et notamment avec du feedback positif inconditionnel, parce qu'en fait, c'est l'équivalent de dire « on t'aime, quels que soient tes résultats ». Okay ? Un adolescent, on doit l'aimer, même s'il n'est pas aimable. Troisième bénéfice, un poil un peu en dessous dans la route du soi, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un sentiment personnel que je vais avoir les moyens de faire face à la situation qui va arriver. Ça va le faire, comme on dit. Et c'est génial quand on peut renvoyer un feedback positif qui nourrit la confiance en soi de son interlocuteur. Et alors, un truc plus fort encore que simplement dire, enfin c'est déjà beaucoup, le résultat, c'est de valoriser la méthode. J'interviens régulièrement chez Mars Chocolat à Agno, et notamment derrière, en prod. Et je travaille avec les tuteurs. Donc ce sont des chefs d'équipe, on va dire en général, qui sont chargés d'intégrer les nouveaux, donc notamment les intérimaires. Et avec eux, on travaille beaucoup sur ce feedback. Imaginons qu'il y a un nouvel intérimaire qui arrive et qui est sur une machine à commande numérique. Par exemple, celle qui fait les M sur les M&M's. OK ? Et en fait, wow, il se débrouille super bien. Avec les tuteurs, on travaille sur le fait de le féliciter comme quoi « Hey, t'as la machine hyper vite en main, c'est dingue !» Et en même temps dire « Tu sais, ce que j'apprécie, c'est que tu étais vachement rapide dans ton autonomie parce que j'ai regardé comment tu as fait. Je t'ai trouvé très rigoureux dans la lecture des modes d'emploi et tout à l'heure, les instructions que je t'ai données, je t'ai vu que tu les as notées et que tu les as appliquées. Tu continues comme ça, tu vas aller très très loin, très très vite. » Le fait de montrer comment la personne a obtenu le résultat lui donne une information très précieuse sur son mécanisme de réussite. Ce n'est pas réservé qu'au coach, ça, même si nous on fait ça tout le temps, forcément. Qu'est-ce qui peut se passer côté récepteur? Le récepteur de votre feedback positif. Vous et moi, on pourrait se dire, mais Philippe, la réaction naturelle, spontanée, enfin, c'est pas compliqué, hein? Merci. Merci. Chez Mars, ils disent feedback is a gift. Tiens, une réponse à un QCM. Est-ce que c'est toujours évident de recevoir un feedback positif? La réponse est non. Okay. Petite parenthèse, lorsque vous êtes récepteur d'un feedback positif, si vous estimez qu'il n'est pas suffisamment sincère ou précis, demandez à votre interlocuteur. Moi, je fais ça souvent. Très bien, qu'est-ce que tu as apprécié particulièrement de mon intervention?
Okay, si je pense qu'il est un peu trop vague. C'est pas si simple que ça de recevoir un feedback positif, et donc du coup, vous et moi, on peut être amenés à refuser ou minimiser le compliment, si vous voulez, et je vous propose de voir quelques exemples. Qu'est-ce qui se passe? Potentiellement, il peut y avoir 4 raisons qui font que je peux avoir du mal à recevoir un feedback positif, même super bien tourné. D'abord, ça peut être tout simplement le doute. Le récepteur n'est pas totalement convaincu que vous n'êtes pas en train de lui passer de la pommade dans le dos, okay, ou qu'il n'est pas simplement en train de vous manipuler. Donc, vous refusez le feedback pour voir s'il va réitérer son feedback de manière plus précise. Première explication. Deuxième explication, la pudeur émotionnelle. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas une éducation qui fait qu'à la base, je suis hyper à l'aise avec la réalité des émotions et avec encore moins leur expression, quoi. Donc, je reçois un feedback positif, ça me fait des choses. À mon avis, ça se voit et j'aime pas quand ça se voit. OK? Si je ne suis pas totalement réconcilié avec les émotions dont nous a parlé Brand tout à l'heure. Plus subtil sur le plan psychologique. Mais bon, ici, il y a un haut niveau, donc je peux y aller. Le feedback positif peut ne pas être reçu parce qu'en fait, il va à l'opposition d'une croyance sur soi du récepteur. On est bizarrement foutu, mais on préfère continuer à penser ce qu'on pense de nous, en l'occurrence quelque chose de négatif, plutôt que de prendre un point qui va à l'inverse, en l'occurrence un feedback positif dans mon exemple. Ça s'appelle un mécanisme de défense par rapport à une croyance sur soi. Je vous dis tout de go, il n'est pas nécessaire, il n'est pas utile d'essayer de convaincre l'autre. Au moment du feedback, en tout cas. Et enfin, ça peut être un mécanisme de défense encore plus subtil. Je prends 2 exemples. Votre enfant qui, malgré une très bonne note en mathématiques, vous dit « Ouais, je suis trop nul en maths ». Ou un commercial, et ça je l'ai vécu plein de fois parce que j'étais chef des ventes avant, ce qui me dit « Ouais, mais non, là, merci pour ton compliment, mais cette vente, c'est pas moi qui l'ai faite, le client était facile, il était sympa ». Qu'est-ce qui se passe derrière? L'air de rien, ces 2 personnes savent très bien que si elles acceptent le feedback, ça les rend responsables de le reproduire. Et donc, elles ne peuvent pas rester, et elles, ça peut être moi aussi, rester dans le confort d'être la victime de celui qui a une bonne excuse pour obtenir des échecs plus tard. Voilà pour quelques mécanismes psychologiques qu'il faut accepter, ça fait partie de notre réalité humaine, quant au côté du récepteur. Je vous ai prévenu, on va dans les coulisses. Voilà côté récepteur du feedback positif. Voyons maintenant qu'est-ce qui peut se passer côté émetteur. Le principal frein que je rencontre concrètement sur le terrain, une fois que les personnes ont compris ce que c'est le feedback, c'est « Mais Philippe, quoi dire ?» Même entre des collègues qui se connaissent hyper bien depuis des années, qui travaillent dans 16 mètres carrés. Je vous assure. Quoi dire, Philippe? La solution, une des solutions que je vais développer avec vous cet après-midi, c'est d'augmenter sa présence, sa pleine conscience, à soi, à l'autre et au monde. Je propose de commencer avec la présence à soi. La présence à soi, on pourrait dire beaucoup de choses, mais je propose de retenir, c'est le fait d'être habitué à écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Merci Brené Brown d'avoir formidablement introduit mon sujet. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. OK? L'idée, c'est de dire qu'à un moment donné, je ressens des choses et je transforme ce feedback en expression émotionnelle auprès de mon interlocuteur. Un exemple que je fais tout le temps. Je vais aux toilettes, comme tout le monde, et puis il se trouve que je rentre, je sens que ça sent bon, je croise la personne qui fait le ménage, 100 fois sur 100, je dis « Waouh, c'est agréable, ça sent bon, merci ». La plupart du temps, elle me répond « Ouais, enfin bon, c'est mon job, quoi ». Je dis « Tout à fait, mais je serai le premier à aller si ça puait ». « Ouais, vous avez raison, merci, super, ça m'encourage ». Moi aussi, ça me fait du bien, d'ailleurs.
Je fais ça aussi avec les hôtesses de caisse au Champ-Ilkirch, et pas juste les jeunes demoiselles, croyez-moi. Je pense que je peux relier ça aussi à c'est elle aussi qui a dit, à un moment donné, de laisser ses masques professionnels. Elle a dit ça à un moment donné, hein, okay, de montrer la réalité émotionnelle. Être plus présent à soi en écoutant ce qui se passe et en verbalisant ça, ce qui fait que moi j'ai toujours plein d'idées pour faire du feedback, quoi. Parce que je vis toujours plein de trucs. Voilà, je suis spécial peut-être, ok, d'accord. Ça implique d'être à l'aise avec une troisième clé. C'est la capacité de distinguer les faits de l'opinion et du ressenti, je l'ai entendu. Un fait, c'est quelque chose que j'observe, qui peut être démontrable. Si la scène était filmée, tout le monde pourrait voir qu'effectivement, ouais. Une opinion, je pense que, excusez-moi, ça se discute. Un ressenti, c'est comme ça que j'ai vécu la situation. Ça appartient à celui qui la vit. Qui suis-je, moi, pour lui dire, mais n'importe quoi? Ben non, t'es à l'intérieur de moi, j'ai vécu ça. Même si toi, ça te semble juste hallucinant. Vous me suivez? Ok. Un petit exercice sur le sujet. Je vous propose, j'espère que c'est toujours la page 33. Il y a un petit exercice que je vous propose de faire en binôme. Mais là, en 2 minutes. Hein. Vous avez 2 formulations. C'est bien la page 33? 35, merci. Ah, j'espère que tout le monde a trouvé. Vous avez 2 formulations qui ne sont pas top en termes de feedback, qui sont médiocres. Je vous propose avec votre binôme d'essayer de dire la même chose, mais en distinguant de ce qui est l'ordre du fait, de l'opinion, du ressenti. Par exemple, en faisant 3 bouts de phrase, au lieu d'une seule phrase, telle que vous l'avez sur votre énoncé. C'est pas facile si on n'est pas habitué, donc culpabilisez pas. Enfin, un peu quand même. Allez, je vous propose un corrigé. Vous êtes très nombreux. Ah, c'est parti. Première situation. C'est un exemple. La soirée a démarré à l'heure, chacun a respecté le dress code. Ça, c'est plutôt des faits. J'ai vraiment trouvé équilibré le côté fun et la partie échange, c'est une opinion. Peut-être quelqu'un qui était présent la même soirée va dire « Ah non, moi j'ai trouvé que c'était vachement trop. » quoi. Et la troisième, c'est de l'ordre du ressenti. Peut-être que votre copain à côté « Ah, je me suis ennuyé, je trouvais le temps, il arrête, c'est horrible. » C'est du ressenti. Voilà pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple. Soit dit en passant, les formulations là sont parfaites en termes de feedback. OK? Ce soir, sur les 2 bouteilles, nos amis en ont vidé une et moi je n'ai rien bu, tu as donc bu 6 verres, ça se veut être des faits et d'ailleurs, ça pourrait être démontré. Ça n'a rien à voir avec « t'as encore trop bu hier soir hein. ». Je sais que tu tiens bien l'alcool, mais pour moi, c'est vraiment un excès, c'est une opinion. En revanche, si je dis « si tu passes à l'éthylotest, on est mort », c'est des faits. OK? Franchement, ça m'a gêné. On a déjà parlé de ça, je ne me sens pas écouté. C'est du ressenti. OK? Vous constatez tout de suite que cette façon de tourner les choses est hyper plus longue que ce qui est écrit sur votre book. Eh ben, je vous ai dit, le feedback, c'est un investissement relationnel. Il faut savoir ce qu'on veut. Croyez-moi, en disant les choses comme ça, notamment qu'on est un peu énervé, dans la voiture en rentrant d'une soirée,
vous minimisez au maximum le risque que votre interlocuteur contre-attaque et que ça se transforme en tout dans la bagnole. Et ensuite, en 24 heures à 48 heures de guerre froide, comme Brené Brown le disait tout à l'heure. On vient de voir la présence à soi, je propose rapidement de voir la présence à l'autre comme étant un autre moyen d'avoir plus de feedback positif en termes d'idées, d'inspiration. La présence à l'autre, c'est de se checker pour voir si je continue à voir chez l'autre ce qu'il est de bien et ce qu'il fait de bien, ou est-ce qu'au contraire, je m'habitue. Imaginons que j'ai un enfant qui régulièrement est bon à l'école. Régulièrement. Rien d'extraordinaire. Quoi alors? Ça veut dire que je n'ai plus intérêt à le féliciter parce qu'il a régulièrement des bonnes notes? Attention, lorsque je pense que tout est dû ou que tout est normal par rapport à la présence à l'autre. Ça me prive d'idées, d'émissions de feedback positif. Et enfin, la présence au monde. La présence au monde, allez, on pourrait dire plein de choses là-dessus, et en tant que chrétien, ça doit hyper nous parler, c'est la gratitude pour moi. Le fait d'être dans un état d'esprit, globalement, je ne suis pas tous les jours dans la gratitude, ok, mais globalement, je suis dans la gratitude. Ça veut dire que je ne suis pas un mec qui subit dans la vie, je suis un mec qui reçoit. Ok? Et du coup, inévitablement, je donne, puisque je reçois. Je vous propose ensemble de voir, en dehors de l'inspiration, quoi dire, Philippe, de voir ensemble qu'est-ce qui peut quand même freiner l'émetteur à émettre du feedback positif et nourrissant. Ça peut être la peur de la réaction du récepteur. La semaine dernière, j'étais au siège de l'établissement qui gère le livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle. C'est à Saverne. Un truc un peu discret, hyper important. Et en fait, à la fin de la journée, j'ai proposé à l'équipe que je coachais, dire, tiens, vous allez vous renvoyer des feedbacks positifs avec des post-it. Ils avaient été prévenus en début de journée. Première réaction. Positif, hein. Première réaction. Philippe, si je lui dis ça, il va trouver que je suis hypocrite. Texto. Il y a du boulot, hein. Deuxième type de peur de réaction, c'est mais si je lui dis ça, il va prendre la grosse tête. Il va se croire arrivé. Il va arrêter de bosser. Deux réponses. Je suis responsable de l'émission du message, pas de sa réception. Je ne vais quand même pas priver mon interlocuteur feedback positif en anticipant qu'en fait, ça va être contre-productif pour lui. C'est son problème. Et puis si demain il attrape effectivement la grosse tête et qu'il commence à, excusez-moi, déconner dans la révision des mathématiques, il sera temps de lui faire un autre feedback ce jour-là en disant « Hé, mon coco, là, t'es pas arrivé. » OK? Je peux être découragé par l'absence de retour. Je ne fais plus de feedback positif à cette personne parce qu'en fait, si je suis un peu honnête, j'attends quelque chose en retour. J'aimerais bien qu'avec mon compliment, il bouge quelque chose chez lui. Donc j'ai une attente masquée, en fait. Et même des fois, j'aimerais bien qu'il me retourne un feedback positif, quelque part. Et comme ça ne vient pas, eh bien, je ne lui donne pas de feedback positif. Donc là, on est vraiment sur des attentes masquées. Et puis, ce qui peut nous freiner, vous et moi, à donner plus de feedback positif et nourrissant, c'est une exigence mal placée sur « Waouh, mais mon feedback, il faut qu'il soit comme ci, comme ça, sinon je m'interdis de donner un feedback qui ne soit pas parfait, complet, objectif. » C'était une mauvaise réponse, en fait, objectif. Il faut qu'il soit authentique. Et pour lâcher prise sur mon exigence de feedback, je vais utiliser la troisième clé qu'on a vue tout à l'heure. Qui a dit que mon feedback devait être objectif? Forcément, tout le temps. Donc, si quelqu'un me demande, juste comme ça à chaud, Philippe, là, t'as trouvé comment ma réunion? Je lui fais, écoute, moi, ça m'a boosté. C'est un feedback qui est hyper nourrissant. Je ne fais pas une thèse, antithèse, synthèse, je ne suis même pas obligé de le démontrer, je lui dis ce que j'ai vécu. Donc, attention à une exigence mal placée. Souvent en entreprise, et notamment là chez les anglo-saxons, ils me disent « just facts ». Je dis « ok, c'est bien, parce qu'on est là pour avancer, mais ne vous privez pas de donner aussi autre chose que des facts ». Je propose un deuxième temps d'arrêt par rapport à cette partie sur le feedback positif et nourrissant. Et je vous propose, vous avez quelques questions qui vous sont posées, qui en gros reviennent à ça.
Je vous encourage à être libre pendant les 2-3 minutes qu'on va passer ensemble maintenant. Si vous n'avez pas envie de gribouiller sur votre book, que vous avez envie de faire une micro-sieste, que vous avez envie de tchatcher avec le voisin derrière ou de traiter vos SMS, just do it, allez-y. OK? Sentez-vous libre. Et vous ferez ça une autre fois. C'est parti, à vous. Alors, ce ne sont pas ces questions-là en direct. Vous avez plusieurs questions avec une partie, feedback positif, en quoi je suis concerné, etc. C'est bon? Quelqu'un trouve? Page 34. Merci beaucoup, Emmanuel. Là, vous pouvez me faire un feedback tout à l'heure, Philippe, t'as pas super bien... Allez, je vous propose d'enchaîner sur notre troisième étape, cette fois-ci sur le feedback équilibré, bref, de rajouter des clés aux 3 que nous avons déjà collectées pour être un feedbacker 4-4. Donc pour ce faire, je vous propose de voir ensemble 6 clés supplémentaires. Et puisqu'on parle de feedback équilibré, la première clé que j'aimerais rajouter par rapport à ces 6, eh bien justement, c'est l'équilibre. L'équilibre dans le feedback est un vaste sujet. Des fois, on passe 2 heures juste en entreprise sur le sujet. D'ailleurs, j'ai écrit un excellent article sur le blog il y a 15 jours sur le sujet de l'équilibre. Je vous propose, vous pouvez vous inscrire au stand, je vous propose néanmoins simplement qu'on se pose une question. Globalement, est-ce que je suis équilibré dans mes feedbacks avec mes différents interlocuteurs privés et professionnels, entre le positif conditionnel ou négatif conditionnel? Est-ce que je peux traquer chez moi une proportion à être soit trop gentil ou over-critique? Et est-ce que je suis équilibré dans le fait de faire des feedbacks à la fois sur les performances ou l'absence de performance et sur la personne? Chacun peut compléter son jeu. En entreprise, souvent, c'est un déficit plutôt inconditionnel, ce qui est normal, c'est une organisation vouée, OK? Et c'est important, je pense, de chacun mesurer son équilibre par rapport à ça. Deuxième clé parmi ces 6 supplémentaires, la mesure. Pareil, sujet vaste. Concrètement, il s'agit de sélectionner les messages prioritaires que je vais émettre. Et même moi, en tant que récepteur, si on me balance ça, je vais dire « Ok, là-dedans, qu'est-ce que tu penses être prioritaire ?» Je vais être très clair. Un feedback à forte valeur ajoutée n'a pas forcément besoin d'être complet, exhaustif. Et qu'on ne me dise pas « Ouais, mais alors je ne dis pas tout ce que je pense. » J'ai quand même ma liberté de ne pas forcément dire à mon jeune intérimaire tout ce qu'il ne fait pas bien aujourd'hui, sinon il est mort. Je vais lui dire la prochaine fois, par petits bouts. Donc, même si mon fils me dit « Mais papa, tu ne me dis pas tout ce que tu penses sur le bulletin », c'est vrai, mais aujourd'hui, je choisis de te dire ça. La prochaine fois, je te dirai peut-être autre chose, parce que j'estime que la mesure n'est pas là. Troisième clé très importante, peut-être même la clé la plus importante du feedback, l'écoute active. Yes. On pourrait passer 3 jours sur le sujet, vous le savez bien. Concrètement, je vous propose de retenir dans l'écoute active un seul point. Globalement, est-ce que chacun s'est vu respecté dans un temps de parole? Est-ce que chacun a laissé l'autre développer ce qu'il avait à dire sans lui couper la parole? C'est tout l'inverse d'un ping-pong relationnel. Voyons voir ce que ça donne. Vous avez à gauche un exemple de situations dans lesquelles chacun interrompt l'autre. Il n'y a pas de séquence de jeu homogène. Et à droite, vous avez un exemple de feedback dans lequel il y a une écoute active. C'est écrit blabla, hein, OK. Là, je vous vois déchiffrer, ça me fait peur. Quatrième clé,
La question du timing. Quand est-ce qu'il faut faire un feedback? Ou quand est-ce qu'il faut le recevoir? Je vais être très simple. Parfois, vous jugerez qu'il est nourrissant de le faire à chaud. Et je vous propose de le faire à chaud lorsque c'est de l'ordre de l'opinion ou du ressenti. Et puis, je vous propose également de le faire lorsque c'est positif. Vous serez peut-être avisé, je serai peut-être avisé de le faire parfois à froid, dans 2 cas, lorsque mes émotions sont plutôt négatives et que je préfère laisser reposer les choses, dormir dessus, comme on dit en Alsace, je crois, parce que sinon, ça va venir parasiter complètement le feedback, quel que soit mon respect des règles. Et le deuxième avantage de le faire à froid, c'est d'avoir du recul, de pouvoir faire une analyse et de venir chez votre pote avec un joli tableau en 2 colonnes, point fort, axe de progrès. Waouh, c'est vachement riche, notamment au niveau des faits. Donc acceptez qu'on vous dise à la fin d'une réunion en courant comme ça, et que le lendemain, à froid, on vienne vous dire « Ok, je t'ai fait ça hier, maintenant je vais donner beaucoup plus de choses, beaucoup plus précises. » Ok ? Positive aussi. C'est incroyable. Un feedback jamais gelé. « Ouais, chérie, ta robe d'il y a l'année dernière, j'ai trouvé super, tu vas vachement bien. » En entretien annuel d'évaluation, si je reviens sur quelque chose que mon collaborateur a fait il y a 12 mois, c'est juste beaucoup trop tard, quoi. Ok ? Je perds complètement ma légitimité. On n'a pas fini avec les clés, je vais déborder sur l'autre. Le langage non violent. Donc les experts qui ont fait de la CNV ici voient tout à fait ce que je veux dire. Concrètement, il y a certaines tournures de phrases ou vocabulaire qui minent, qui torpillent le côté constructif d'un feedback mature. Je proposerai simplement de retenir le toujours et le jamais en version négative. Avec toi, c'est toujours pareil, tu ne m'écoutes jamais. Surtout en inconditionnel, mais qu'est-ce qu'on va faire avec toi? C'est l'équivalent de « t'es nul ». Hein, okay. Sur le plan psychologique, c'est mortel. Le « mais » à remplacer par le « et », ça c'est ultra courant, surtout quand on fait un feedback avec 2 colonnes, point fort, axe de progrès. Donc attention de ne pas mettre le « mais » entre les deux. L'être humain n'est pas « ou », il est « et ». Donc ce que je vais dire comme axe de progrès n'annule pas les points forts que je viens de lui énoncer. Donc la phrase dans le QCM, globalement c'était pas mal, mais c'était un peu court, c'est une mauvaise formulation ça. Il y a plein de choses fausses là-dedans. Okay ? Ce n'est pas un feedback équilibré, en fait. Et enfin, attention à ne pas utiliser ou abuser du « tu » ou du « vous » et de le remplacer par le « je ». Et là, on est typiquement en communication non violente. « Tu ne m'écoutes jamais ». Il y a 2 erreurs là-dedans. « Je ne me sens pas écouté ». Ça réduit simplement les risques de réaction négative en face. C'est tout ce que je cherche, en fait, puisque c'est un investissement relationnel. Et enfin, dernière clé là-dedans, c'est le lâcher-prise. Réclisse. Je veux dire lâcher prise par rapport à une recherche systématique qu'il y ait un résultat suite au feedback. Par résultat, j'entends plan d'action, consensus, accord, décision que tu vas faire quelque chose. Je prends l'exemple de formation de coaching que j'ai fait par exemple chez Cuisine Schmidt ou Volkswagen. Le point commun de ces 2 boîtes, c'est qu'ils ont des concessions, ou des magasins si vous voulez, et qu'il y a un constructeur, ou un fabricant. Et le fabricant, c'est représentants qui viennent visiter les magasins. Et ils n'ont aucun lien hiérarchique avec eux. C'est du management transversal. Okay ? La principale arme qu'ils ont pour faire bouger les choses, c'est le feedback. Et ils sont tentés que le directeur de magasin décide quelque chose suite à mon feedback. Okay ? Donc lâcher prise, un feedback peut être de qualité, même s'il n'y a rien au bout. Il peut être de qualité dès lors que les 2 personnes ont pu avoir le temps de dire ce qu'elles avaient à dire et de dire comment elles voient la situation.
ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, au niveau professionnel, si des feedbacks ne débouchent jamais sur des évolutions positives, à un moment donné, il va y avoir des conséquences. On est bien d'accord. Voilà pour les clés supplémentaires. Qu'en dit la Bible, au fait, au niveau de cette notion d'équilibre? Je retiendrai le couple amour et vérité, notamment dans Éphésiens 4.15 que Michel a utilisé dimanche dernier, mais également dans les psaumes 85.11, 89.15. Ces références figureront sur le résumé que vous aurez tout à l'heure. Et puis globalement, l'attitude de Jésus à notre égard, qui à la fois nous accepte tel qu'on est, et en même temps qui nous challenge, qui nous demande de grandir. Et pour moi, il résout la tension habituelle du feedback de l'être humain, qu'à la fois on a besoin d'être reconnu et accepté, et en même temps le besoin de croître et d'évoluer. Je vous propose un dernier temps d'appropriation sur cette partie du feedback équilibré. Donc à mon avis, il va falloir que vous tourniez une page. On va bientôt s'arrêter, je suis un petit peu à la bourre. Allez, je vous propose d'enchaîner et bientôt de terminer sur l'étape numéro 4. Et là, je vais proposer l'un des participants qui a eu un paquet de chewing-gum tout à l'heure. J'aimerais qu'il lise une précaution d'emploi qui est écrite en gras au dos du paquet. Anita va passer avec un micro. Allez, un volontaire, s'il vous plaît, pour lire à haute voix. Quelqu'un qui a une bonne vue, c'est écrit petit. Alors, qui est volontaire? Là. Contient une source de phénalinine. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Je vous propose ensemble de voir quelques précautions d'emploi par rapport au feedback. Et ces précautions d'emploi, je propose de la voir à travers une 10e et dernière clé, c'est la confiance. La confiance mutuelle entre l'émetteur et le récepteur. Allez, droit au but. Un feedback sera d'autant plus riche que la relation entre les deux est mature et confiante, même si elle est récente. Prenons un exemple d'un émetteur vis-à-vis d'un récepteur. Qu'est-ce que j'ai besoin en termes de confiance avant de dire quelque chose de moi au groupe qui est en face de moi? J'ai besoin d'être en confiance parce que je m'apprête à montrer ma vulnérabilité. Que va-t-il faire de mon partage? Moi, je pense, pendant des années, j'ai péché par excès de naïveté, par souci d'authenticité émotionnelle. Et j'ai parfois ouvert mes émotions à des personnes qui n'ont pas respecté, par exemple, la confidentialité. Donc attention quand même à qui vous donnez quoi. Tout le monde ne joue pas avec les mêmes règles du jeu. J'aimerais bien, ce n'est pas le cas. Prenons dans l'autre sens la confiance du récepteur vis-à-vis de l'émetteur. Comment vous allez accepter le feedback en tant que récepteur? Selon la confiance que vous avez vis-à-vis de l'émetteur. Et la confiance en quoi? La confiance dans son intention, dans l'état d'esprit globalement qu'il y a derrière. Quel est le terreau relationnel entre nous? Quel est notre historique? Si on n'a pas, dans votre tête, c'est « mais il se prend pour qui, lui ?» Je vais prendre un exemple personnel. J'ai affirmé en introduction que j'étais expert de feedback. Ceci m'a certainement souvent conduit à faire des feedbacks sans doute exacts, mais pas justes. Et notamment lors de mes années au conseil d'administration, je pense que Michel a dû subir parfois certains de mes feedbacks qui étaient techniquement exacts, mais qui en fait ne sont pas justes, d'un point de vue plus global, plus spirituel, et qui en fait sont stériles, sont contre-productifs. Un autre exemple d'un récepteur que je connais bien, à qui il est arrivé l'anecdote suivante. Il a confié ses difficultés à une personne de confiance lors d'un repas, et il a trouvé vraiment que cet échange était de qualité. Ouais, sauf que quelques jours plus tard, il reçoit un message très négatif. Et en gros, qui lui dit « Je t'ai trouvé ridicule et pathétique ».
histoire vraie. On est clairement sur une confiance qui a été mal placée, mal dosée. Donc du coup, il y a des points à vérifier ou à refuser. Si je m'investis dans le feedback, il se peut qu'il y ait un risque sur la relation. OK ? C'est à moi d'assumer à un moment donné la capacité de réception du récepteur qui va peut-être pas forcément bien le prendre, malgré tout ce que j'ai fait, Philippe. Je donne des cours et très souvent les étudiants, après des séquences filmées, me disent, ils n'arrivent pas à m'appeler Philippe, donc Monsieur Schwab, vous en pensez quoi? Et en général, ma réponse, c'est qu'est-ce que vous voulez savoir au juste? Sa réponse va me donner l'indication du type d'ouverture et du degré d'ouverture qu'il a. Qu'est-ce qu'il est prêt à entendre maintenant? OK? Alors, j'encourage à faire ça. Le respect, ensuite. Dès lors que le feedback ne me semble pas respectueux de mon intégrité, je peux peut-être l'écouter, mais pas le partager. Et donc, pour moi, c'est direct retour à l'expéditeur. Concrètement, comment ça se passe, ce retour à l'expéditeur? Je ne jette pas la personne, je refuse le cadeau empoisonné qu'il me donne. Le cadeau appartient à celui qui l'a dans les mains. OK? Concrètement, je reprends mon exemple de la connaissance que je connais bien. Réponse message, à l'exemple de tout à l'heure, ce sentiment, pathétique, ridicule, appartient à celui qui le vit. Moi-même, je ne me suis pas senti ni ridicule, ni pathétique. Cette personne, c'est tout simplement positionné dans son respect de soi-même et aussi dans le respect de l'autre, d'ailleurs. Et puis enfin, en termes de vérification, vous allez forcément trouver plein de défauts dans les feedbacks émis ou reçus. Ils ne vont jamais de la vie respecter toutes les clés qu'on a vues aujourd'hui. OK ? Donc, des fois, il faut trier. Parfois, dans ma tête, je me dis, bon, là, il n'a pas toutes les infos. Son feedback, il n'est pas tout à fait juste parce qu'il n'a pas toutes les données du problème. OK, c'est pas grave. Parfois, c'est de la flatterie. Je sens qu'il n'est pas sincère. Donc, attention à trier. Néanmoins, attention à notre propension, vous et moi peut-être, à avoir un filtre excessif qui fait que j'attends d'avoir le feedback parfait et avoir une confiance parfaite avant d'entendre quelque chose qui pourrait être juste et bon. Donc, même si votre tête, c'est un exemple, ne me revient pas et que votre feedback, il triche par rapport à 5 règles sur 10, il y a peut-être des choses intéressantes que vous êtes en train de me dire et que je gagnerai à entendre. Qu'est-ce qu'on a fait là? Par rapport à nos 2 objectifs, on est passé ensemble par 4 étapes. Et pour terminer, je vous propose 2 réflexions. Une apparemment dérisoire et très égocentrique, et une carrément plus, waouh, existentielle, cosmique. La première réflexion, c'est la pratique de l'autofeedback. L'autofeedback, c'est l'habitude, si vous l'avez, de se parler à soi-même, suite à ce qu'on a pensé, ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait. À titre personnel, je suis un adepte fervent, mes enfants me le font remarquer d'ailleurs. C'est un excellent, pour moi, terrain d'entraînement pour savoir comment je me parle. Globalement, comment je me parle? Quel est mon propre équilibre dans mon discours intérieur? Quelle est ma capacité à me corriger ou à m'auto-corriger en respectant de temps en temps une règle ou l'autre parmi celles qu'on a citées? Ceux qui travaillent sur leur confiance en eux connaissent très bien ça, mais peut-être par excès en donnant tout le temps des feedbacks positifs. Et puis la réflexion que j'ai qualifiée de plus cosmique, en introduction, j'ai parlé que le feedback, c'est une vie qui circule. Et en fait, moi, j'aimerais aller au-delà de ça. Au-delà de la vie qui circule, moi, j'ai remarqué que je suis d'autant plus enclin à donner et recevoir du feedback que j'ai la vie qui déborde. OK ? Et c'est une espèce de vitalité intérieure qui m'habite. Ce qui pose la question, Philippe, par quoi est-ce que tu vis? Par qui est-ce que tu vis? Qu'est-ce que les autres sentent à mon contact? Et je ne sais pas vous, mais plus ça va, et plus j'aime Jésus laisser sa vie produire en moi, parce que du coup, elle explose, et c'est ça pour moi la vie éternelle. Merci pour ce moment.